Nous allons étudier Bezrat Hashem le dernier verset de la paracha de Vaïgash. On va essayer d'approfondir, on va voir que c'est un verset d'abord extrêmement beau, mais en plus vraiment de base. Vaïshev Israël beretz Mitzrayim beretz Goshen, Vaïarzo ba Vaïfru verbo meod. Les Bnei Israël s'établirent en Égypte, donc Israël s'établit en Égypte, dans la contrée de Goshen. Après, il y a les mots Vaïe Achzuba, que l'on va expliquer juste après. Et donc, dans cette contrée de Goshen en Égypte, ils y crurent et se multiplièrent énormément. Donc, on voit les Bnei Israël qui sont en Goshen, en Égypte. Vaïe Achzuba, on n'a pas expliqué ce que ça veut dire. Et là-bas, on les voit se croître et puis se multiplier énormément. Et c'est comme ça que finit donc cette paracha. Et dans ces mots Vaïe Achzuba que l'on n'a pas traduit, alors nous avons deux explications. La première, c'est l'explication de Rashi. Alors, Rashi explique Vaye Achzuba, Leshon Achouza. Achouza, une Achouza, c'est une propriété foncière. Et par conséquent, Vaye Achzuba, c'est une forme passive. Donc, ils sont devenus des propriétaires terriens, des propriétaires de biens fonciers. Finalement, alors on comprend ici que les Bnei Israël, ils ont pris possession de cette terre. Ça, c'est la première façon d'expliquer. Vaïshev Israël beret Mitzrayim beret Goshen, donc les Bnei Israël s'installèrent, après être descendus avec Yaakov Avinu, s'installèrent en Égypte, dans la contrée de Goshen, Vaïech Zuba, et donc ils en sont devenus les propriétaires, Vaïfru ve'irbu meod, et ils se sont là-bas, et on les a vus se croître, puis multiplier. Bon, ça c'est la première explication, comme j'ai dit, mais il y a une deuxième explication, celle du Midrash. Vaïe Achzuba, ils ont été pris par la terre. Les echos, ça veut dire tenir, prendre. Vaïe Achzuba, ils ont été attrapés par la terre, comme quelqu'un qui serait attrapé malgré lui par quelque chose. Donc quelque part, on les voit un peu comme dans des sables mouvants, où ils sont sur une terre étrangère et puis ils ne peuvent pas s'en dépatouiller. Donc quelque chose qui est, a priori, complètement différent. Mais c'est vrai que dans les mots, Vaïe Achzuba, on ne les voit pas être propriétaires tellement, ou avec quelque chose d'actif, mais Vaïe Achzuba, ils ont été pris, ça en plus dans les mots que ce que nous dit Rashi. On pourrait même se demander pourquoi Rashi n'a pas expliqué comme le Midrash. Vaïe Achzuba, petit à petit, ils sont rentrés comme ça sous l'influence de cette terre, et c'est vraiment le fait de s'installer en galoute, d'oublier Eret Israël, etc. A priori, c'est plus naturel d'expliquer comme le Midrash explique. Mais seulement, vu le contexte, il y a écrit juste après Vaïfru, verbo meod, on les voit se croître et se multiplier. Alors c'est un petit peu dur, c'est quelque chose de positif de dire que juste avant il y avait quelque chose de négatif où on les voit s'enfoncer dans la terre et puis oublier leur origine finalement. Et donc c'est la raison pour laquelle Rashi a expliqué que Vaïe Achzuba, ils en sont devenus les propriétaires fonciers finalement. Mais là, si on regarde bien, finalement nous avons deux explications. Mais non seulement qui ne sont pas en adéquation, mais en plus qui sont même complètement inverses du même mot. D'un côté, on voit les Bnei Israël qui sont en Égypte, Vaïe Achzuba en Retz Goshen, Vaïe Achzuba, ils en deviennent propriétaires. D'un autre côté, on a une autre explication qui nous dit non, c'est la terre finalement qui est propriétaire des Bnei Israël quelque part. L'emprise est complètement inverse. Et là, se pose la question, on sait qu'il y a un principe selon lequel, lorsque nos sages nous apportent même dans des endroits divers plusieurs explications sur un même pasuk, sur un même verset ou sur un même mot, et ces explications sont en rapport les unes avec les autres. Mais là, non seulement on ne voit pas le rapport, mais en plus c'est des explications qui sont complètement opposées, donc c'est quelque chose qui demande à être compris. Mais on a une autre question, et l'autre question, c'est sur le commentaire de Rashi sur ce verset, qui est donc le dernier verset de Parashat Vaïgash, avant la parasha de Vaïchi. Vaïshev Israël beret Mitzrayim beret Goshen. Donc les Bnei Israël, on a dit, se sont installés en terre d'Égypte, en terre de Goshen. Rashi nous dit, Vaïshev Israël beret Mitzrayim, les Bnei Israël se sont donc installés en Égypte, et nous dit, Vechanousa en Égypte, beret Goshen, dans la terre de Goshen, Shehi me'eret Mitzrayim, dans la terre de Goshen qui fait partie de la terre d'Égypte. On ne comprend pas tellement ce que nous rapporte Rashi.
ce que les commentateurs sur Rashi expliquent, c'est la chose suivante. C'est qu'on pourrait comprendre de deux façons. Vaïshev Israël Beret Mitzrayim Beretz Goshen, on aurait pu penser, les Bnei Israël se sont installés et en terre d'Égypte, et en terre de Goshen, comme si c'était deux terres indépendantes, je dis que je suis opposé, mais indépendantes. Et vient donc Rashi nous expliquer, non, Beret Mitzrayim Beretz Goshen, ou en Égypte, dans la contrée de Goshen. Mais si c'était uniquement ça que Rashi avait voulu nous dire, ben, on n'aurait pas eu besoin de tous les mots. Vous savez que Rashi était assez avare dans ses mots, donc dans son commentaire, chaque mot a son importance. Et lorsque finalement Rashi aurait dû dire Beretz Mitzrayim, Ve'echan, Beretz Goshen, en Égypte et où? Dans la terre de Goshen. Et puis on aurait compris donc que ce que veut dire le verset, c'est que Goshen c'est en Égypte et que ce n'est pas une autre contrée. Mais Rashi ne se contente pas de nous dire ça. D'abord, il commence avec Vayeshev Israël Beret Mitzrayim. Les Bnei Israël se sont installés en Égypte. Pourquoi on avait besoin que Rashi cite ces mots? Et en plus, après qu'il ait dit en Égypte ou en Égypte à Goshen, qui fait partie de l'Égypte, bon, on a compris. Ouais, et pourquoi ramener à nouveau qui fait partie de l'Égypte? On a compris. En Égypte, à Goshen. Goshen, c'est en Égypte. Ok. Mais pourquoi qui fait partie de l'Égypte? Pourquoi rajouter encore tous ces mots? Et en plus, il y a une autre question aussi là-dessus, sur le verset lui-même, pas seulement sur Rashi, mais sur le verset lui-même. Pourquoi le verset nous dit Vaïshev Israël Beret Mitzrayim Beretz Goshen, qui nous dit directement Vaïshev Israël Beretz Goshen. Les Bnei Israël sont installés en Goshen, parce que l'on savait déjà dans la paracha un peu plus haut que Goshen était en Égypte. Puisque lorsque les fils de Yaakov descendent en Égypte avec Yaakov, et puis que Yaakov va rencontrer Paro, ben Paro lui dit, évidemment c'était sous les conseils de Yosef, qui au préalable avait déjà préparé Paro, mais Paro va dire à Yaakov, regarde, installez-vous dans le meilleur de la terre d'Égypte, dans la terre de Goshen. Donc finalement on a compris, on sait que Goshen, c'est partie d'Égypte. Donc pourquoi à la fin ici de la paracha, la Torah a-t-elle besoin de répéter Vaïshev Israël, Beretz Mitzrayim Beretz Goshen? On sait, Beretz Goshen, c'est en Égypte. Donc, si l'on résume les problèmes qu'on a jusqu'à maintenant, d'abord, Vaye Achzuba, ce mot qui a double sens, mais avec deux sens qui sont complètement opposés. Un, les Shonachouza, donc les Bnei Israël sont devenus les propriétaires de la terre. Mais d'un autre côté, le Midrash nous dit Vaye Achzuba, ils ont été attrapés par la terre, donc la terre est celle qui a une emprise sur les Bnei Israël. Et comment ces deux explications sur un même mot peuvent-elles être tellement opposées? Et l'autre question c'était, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que Eretz Goshen c'est en Égypte? Pourquoi Rashi a besoin de nous dire ça si longuement? Eretz Goshen, l'Égypte en Eretz Goshen qui est en Égypte, c'est quelque chose qui est compris a priori. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut se demander qu'est-ce qui était difficile pour Rashi, et pour que Rashi, vous savez que Rashi, il explique toutes sortes de choses, mais en général, il ne dit pas quel était le problème dans le verset. Alors il y a à peu près 150 commentateurs, après Rashi, chez les Rishonim, l'Achronim, je ne parle pas des commentateurs de notre génération, mais il y a à peu près 150 livres de base qui expliquent Rashi, mais en général, ce que vont faire les commentateurs, c'était justement, chaque fois que Rashi va rapporter un élément quelconque d'explication, les commentateurs vont se demander, mais qu'est-ce qui était dur pour Rashi? À quelle question Rashi vient répondre ici? Et ici, ce que l'on peut comprendre, c'est que la question, le problème qu'avait Rashi, c'est un problème d'un ordre complètement différent de l'ordre de tout ce que l'on peut rencontrer dans cette paracha. Il faut qu'on revienne en arrière à Parashat Lech Lecha, et puis trouver là-bas un verset qui a priori est contradictoire et est en contradiction avec notre verset ici. Lorsqu'il y a eu Brit Ben Abetarim, l'alliance d'entre les morceaux entre Akadosh Baruch Hu et puis Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, Dieu dit à Avraham, Yadoa teda ki ger yeh zarcha beretz lulem vavadum veinu otam 400 shana. Alors je traduis, Yadoa teda, sache, ki ger yeh zarcha beretz lulem, que ta descendance sera étrangère sur une terre qui n'est pas à elle. Vavadum, elle sera asservie, donc ta descendance sera asservie, ve'inota, mais elle sera opprimée, 400 shana, durant 400 ans. Alors déjà il y avait eu donc cette promesse, et
promesse entre guillemets. En réalité, la suite, elle est bonne puisqu'ils vont sortir d'Égypte, dit Akadosh Baruch Hu, avec un Rechush Gadol, avec beaucoup de bien. Mais en attendant, il y a ici cette prophétie qui est dite à Avraham Avinu, que ses descendants seront étrangers dans une terre qui n'est pas la leur, et ils y seront asservis et opprimés, et tout cela pendant 400 ans. En réalité, déjà, Rashi nous dit dans Parashat Lech Lecha que ces 400 ans, c'est pas exactement 400 ans depuis la sortie d'Égypte. D'ailleurs, il n'y a pas marqué que les descendants d'Avraham Avinu seront étrangers en Égypte pendant 400 ans. Ouais, tout le monde sait qu'en réalité, ils étaient en Égypte uniquement 210 ans. Alors, comment est-ce que l'on compte ces 400 ans? Alors, Rashi nous explique bien en détail que lorsque Lot finalement a été sauvé de Sodome, tout le monde sait que Lot après a eu un rapport avec ses filles, et quelque chose donc qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il a eu 2 fils de ses filles, et donc ça a fait quelque chose qui a eu des retombées extrêmement graves pour Abraham, et Abraham a eu extrêmement honte de son neveu et beau-frère Lot, et donc il a décidé de partir de la contrée et d'aller dans la province de Grar. Alors, la province de Grar, c'est à peu près où est la bande de Gaza aujourd'hui. Et lorsqu'il est là dans cette province de Grar qui est à l'extérieur des frontières de base d'Eretz Israël, et bien là-bas, il est considéré comme étant étranger. Il avait donc 99 ans, 100 ans, ça correspond à peu près à la naissance de Yitzhak Avinu. Et donc, depuis la naissance d'Avraham, de Yitzhak Avinu jusqu'à la descente en Égypte, pendant ces 190 ans, alors on voit d'abord Avraham Avinu qui, exactement à cette époque, commence à quitter le Eretz Kenan de base pour aller à Grar, où il sera finalement étranger. Et puis en plus, par la suite, on voit Yitzhak Avinu lui-même, qui c'est vrai qu'Yitzhak Avinu, alors d'un côté on dit qu'il n'est pas sorti d'Eretz Israël, mais vous savez, il y a plusieurs degrés d'Eretz Israël. Ouais, la bande de Gaza, à un certain degré, c'est déjà un degré moindre par rapport à Eretz Israël. Et là-bas aussi, on voit Yitzhak Avinu, et à qui Akadosh Baruch Hu lui dit, Gour ba'aretz hazot. Donc va habiter dans cette contrée, c'était la famine, et puis Yaakov et Yitzhak Avinu pensaient faire comme son père était descendu en Égypte, lorsqu'il y avait la famine, il pensait aussi le faire, et Kadosh Baruch Hu lui dit non, toi tu es spécial, toi tu ne peux pas sortir d'Eretz Israël, mais malgré tout, quelque chose d'un peu moindre qu'Eretz Kenan, qui n'est pas encore l'Égypte, Grar, c'est une contrée où tu peux y aller, et donc on voit et Yitzhak Avinu qui lui aussi donc va se retrouver comme ça un peu en terre étrangère. Et puis on voit aussi Yaakov Avinu évidemment quand il est chez Lavan, donc il est aussi en terre étrangère, et puis après les frères de Yosef qui vont descendre en Égypte, donc finalement tout le monde se retrouve un peu en terre étrangère. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rachid, lorsqu'il nous explique qu'en réalité, ces 400 ans, il commence à la naissance d'Yitzhak Avinu, et donc il nous dit tous ces éléments que je viens de dire, où on voit réellement, depuis la naissance d'Yitzhak, que nos pères étaient souvent en terre étrangère. Rachid nous rapporte les versets dans lesquels on voit tout ça. Et dans ces versets, ce qui est intéressant, alors par exemple par rapport à Avraham Avinu, dans Vaïra 21, 34, il y a marqué « Vayagor Avraham beretz plishtim yamim rabim ». Pour Yitzhak et Avinu, dans Toldot Kavav, Gimel, il est marqué Gour ba'aretz hazot ve'imcha. Pour Yaakov Avinu, Rachid nous rapporte un pasuk, un verset de Teilim, Yaakov gar be'eretz cham. Et puis après pour les frères de Yosef, donc on voit comme ça, et ils disent à Paro, la Gour ba'aretz banu. Et finalement, ce que veut nous dire Rachid quand il rapporte tous ces versets, ça c'est en filigrane dans Rachid. C'est que quand l'on parle d'habiter quelque part, d'être installé quelque part, il y a 2 termes en ivrite. Il y a le terme Vayeshev. Ouais. Alors souvent il y a marqué Vayeshev, un tel s'est installé. Mais d'autres fois on voit Vayagor. Vayagor, il est habité. Alors aujourd'hui, on utilise j'habite à Yerushalayim, ani gar Yerushalayim, j'habite à Tel Aviv, ani gar Tel Aviv. Mais en réalité le mot gar, la gour, il signifie être guerre, être étranger. S'être installé quelque part, mais pas comme Vayeshev, le fait d'être réellement installé, d'être assis. Quand on dit Anigar, ici ou là, en réalité, j'habite, mais en étant étranger. Alors, c'est vrai qu'en hébreu moderne, on dit Anigar, j'habite, et puis c'est tout, on ne pense pas au
au terme étranger, mais étymologiquement, on peut regarder, chaque fois que dans le Tanakh, il y aura marqué le mot lagour, c'est habiter en étant étranger, c'est ce que veut nous dire Rashi. C'est-à-dire que lorsque Rashi, par exemple, Rashi pour Yaakov, il ne nous dit pas qu'il était chez Lavan et puis on aurait compris qu'il était étranger. Non, pourquoi il nous apporte un pasouk, un verset de Teilim, Yaakov gar beretzram pour dire qu'il était étranger. Parce que ce mot gar, qui a finalement les mêmes lettres que le mot guerre, c'est encore une fois une marque d'habitat pour quelqu'un qui est étranger. Et donc depuis finalement, depuis la nuit des temps, depuis la naissance d'Yitzhak Avinu, donc 190 ans avant la descente en Égypte, eh ben on voit déjà que les Bnei Israël, enfin les Bnei Israël, non, pas les Bnei Israël, nos pères, donc les pères des Bnei Israël, on voit déjà que la descendance, parce qu'il s'agit ici dans cette promesse à Abraham Avinu, de la descendance d'Abraham Avinu. Donc on ne peut pas commencer avec Abraham Avinu, on doit commencer avec sa descendance, donc à partir de la naissance d'Yitzhak. Ouais. Donc à partir de la naissance d'Yitzhak, on commence à compter. Alors à la naissance d'Yitzhak, Vayagor Avram Beretz Plishtim, Abraham Avinu a habité en Eretz Plishtim, et puis donc et c'est là-bas que tout se passe. Et puis on trouve après encore Gur Ba'aretz Hazot, habite là-bas mais en tant qu'étranger, dit à Kadosh Baruch Hu à Yitzhak Avinu quand il va aussi à Grar. Et puis on a la même chose pour Yaakov gar beretzram, Yaakov, donc il habite aussi en terre étrangère, et puis les fils de Yaakov après lorsqu'il descend en Égypte. Et lorsque l'on a compris tout ça, alors on doit comprendre ce verset d'Ambrid Ben Ametarim de façon un petit peu différente de la façon classique. Parce qu'en général, comment on comprend? Tout le monde sait que, il y a marqué dans le Passouk que l'on devra être en terre étrangère pendant 400 ans. Mais tout le monde sait aussi qu'en réalité on n'était que 210 ans, alors on a l'impression que c'est une espèce de anacha, une espèce de réduction qui a été faite. Ouais, mais Israël, non, on a dit 400 ans, mais en réalité ce sera 210. Non mais c'est pas possible, Akadosh Baruch Hu a dit 400, donc c'est 400. Et en réalité il faut comprendre comme ça. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit Yadoa teda ki ger yezacha beretz lo lehem, ben sache que ta descendance sera étrangère dans une terre qui n'est pas la sienne. Ils seront là-bas asservis, opprimés pendant 400 ans. Et bien Nachmanide, le Ramban, alors c'est basé sur ce que dit évidemment Rashi ici, mais il explique comme ça. Il dit non, 400 ans c'est 400 ans. Mais les 400 ans en réalité ici ne se rapportent pas à tout ce qui est écrit que tu seras étranger, et tu seras asservi, et tu seras opprimé pendant 400 ans. Non. Les 400 ans ici, vous savez en ivrite, très souvent dans le Tanakh, on coupe un peu les mots, puis on les réajuste d'une autre façon, ce qui s'appelle le Sares Pasuk. Et donc nous dit le Ramban, c'est comme ça qu'il faut lire le Pasuk. Yadoa teda, sache, ki ger yezacha beretz lo lehem, que ta descendance sera étrangère dans une terre qui n'est pas la sienne. Alors on oublie, vavadum vinotam, ils seront opprimés et asservis, mettons de côté. Arba meot shana, les 400 ans, ces 400 ans où ils seront étrangers, ces 400 ans où ils seront étrangers, ben réellement ils les ont eu ces 400 ans. Parce que ça commence à la naissance d'Yitzhak, et puis à la naissance d'Yitzhak, Abraham Avinu était à Grar, et puis après Yitzhak aussi était à Grar, et puis Yaakov était allé chez Lavan, et donc ils ont été étrangers réellement pendant 400 ans, la descendance de Abraham Avinu. Et ce qui est marqué Vadum veinu otam, ça fait pas partie d'Arba meot shana. C'est comme ça qu'explique le Ramban Nachmanide. Il dit ce qui a écrit que ta descendance sera étrangère et elle sera asservie et opprimée pendant 400 ans. L'explication c'est elle sera étrangère pendant 400 ans. Elle sera asservie et opprimée. Combien de temps? Ça c'est pas écrit dans le Pasuk. C'est comme ça qu'explique le Ramban. Et donc si l'on a compris qu'il y avait quelque chose de complètement imperméable. Une phrase qui a été prononcée à Abraham Avinu lors de Brit Ben Ametarim, l'alliance entre les morceaux, selon laquelle les descendants de Abraham Avinu seront en terre étrangère, seront étrangers pendant 400 ans. Et c'est quelque chose que l'on retrouve après, Vayagor Abraham, Gur Ba'aretz Hazot, on voit qu'ils sont tout le temps en train d'habiter mais de façon étrangère. Ben, lorsque l'on arrive au dernier verset de Parashat Vaïgash, le dernier verset donc, avec lequel on a commencé ici, ben, il y a ici quelque chose qui surprend et qui dérange un peu Rashi. Parce qu'il est marqué Vayeshev Israël Beretz Mitzrayim, Beretz Goshen, Vayarzuba, Vayifru Verbu Meod. Il n'est pas marqué ici Vayagor.
Il n'est pas marqué ici que Israël a habité, mais a habité de façon étrangère en Égypte. Il est marqué Vayeshev, ils se sont installés, ils étaient comme à la maison. Beret Mitzrayim, Beretz Goshen, en plus Beretz Goshen, on sait que c'est Metavaret, c'est le plus beau de la terre. Et puis il y a marqué Vayar Zuba, ils en sont devenus même propriétaires. Et on est obligé d'expliquer comme ça d'après Rashi, parce qu'il y a marqué après Veifrou, Veirboumod, ils se sont multipliés, ils se sont mis à croître et à se multiplier. Par conséquent, c'est quelque chose de positif. Donc Vayar Zuba aussi, c'est quelque chose de positif qui vient exprimer le fait qu'ils sont devenus des propriétaires fonciers. Et donc on ne comprend absolument pas comment l'histoire des 400 ans où ils sont censés les descendants de Avraham Avinu être étrangers, être en terre étrangère, on ne voit pas du tout comment ici maintenant ça se concrétise. Parce que si c'est vrai qu'Avraham Avinu a été étranger, Yitzhak Avinu a été étranger, Yaakov Avinu a été étranger, mais si les Bnei Israël, ils descendent en Égypte et puis ils sont comme à la maison. Ouais. En plus c'est une achouza, réellement c'est devenu leur propriété. On a même plus que ça, on a un midrash qui nous dit que ce Eretz Goshen, c'était une terre qui avait été donnée en cadeau à Sarah Imenu par Paro. Vous savez que lorsque Avraham Avinu est descendu en Égypte, il y a eu des intercations avec Paro, et finalement il a voulu se racheter, Paro. Et donc il a donné, d'après le Midrash, en cadeau Eretz Goshen à Sarah, et les Bnei Israël donc ont hérité de Eretz Goshen. Alors quand on rajoute en plus à tout ça ce Midrash, on se dit 2 minutes, mais ça, ils ne sont plus étrangers du tout. Ils sont les propriétaires, ça leur appartient, ils héritent en réalité de Eretz Goshen qui avait été donné à Sarah Imenu. Il y a marqué Vayeshev, ils sont vraiment installés, ils ne sont pas du tout étrangers. Eretz Goshen, c'est le plus beau de la terre. Vaifrou, Verbou Meod, Vayarzu, ils sont devenus des propriétaires fonciers. Donc, où va se concrétiser maintenant le fait d'être étranger pendant 400 ans? C'est quelque chose qui est complètement pas compréhensible. Et c'est pour ça que Rashi maintenant va nous dire ce qu'il nous dit, et que le verset aussi nous dit Vaishev Israël be'eretz Mitzrayim. Lorsque le verset nous dit Vaishev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen, on a dit, bon, c'est très bien que Eretz Goshen c'était en Eretz Mitzrayim. Pourquoi on a besoin de le dire? Parce que ce que veut dire le verset, et Rashi nous le fait bien remarquer, Vaishev Israël be'eretz Mitzrayim. C'est dur pour Rashi. Comment ça, Vaishav Israël be'eretz Mitzrayim? Comment se fait-il, avec Brit Ben Avetarim, l'alliance d'entre les morceaux, que ce soit possible que les Bnei Israël soient installés en Égypte? Alors nous dit Rashi, Vechan be'eretz Goshen, Shim eretz Mitzrayim, et alors c'est en Eretz Goshen que ça se passe. Mais im eretz Mitzrayim, et là c'est tout le mafter, c'est toute la clé, le fait que le verset est précisé que Eretz Goshen c'est en Égypte alors qu'on le savait, et que Rashi nous fait bien comprendre que le verset nous l'a précisé. C'est pour dire, oh, en réalité, ne croyez pas. C'est vrai que les Bnei Israël sont des propriétaires, c'est vrai même peut-être qu'ils étaient propriétaires au niveau de la loi, mais tout ça c'est vrai, c'est beau et c'est tout ce qu'on veut. Mais malgré tout, ils étaient étrangers. Même s'ils se sentaient bien, même si tout allait et pour le mieux, dans le meilleur des mondes, a priori, malgré tout, ils étaient en Égypte. Et dans la mesure où ils étaient en Égypte, cette Égypte, elle ne peut pas avoir le niveau d'Eretz Knaan. Les Juifs, finalement, ont une âme qui va de pair avec Eretz Israël. Un Juif ne peut pas se sentir sur sa terre en dehors d'Eretz Israël. Et par conséquent, le fait qu'il soit en Eretz Mitzrayim, vous savez, pour Eretz Israël, il est marqué dans Parashat Ekev que c'est une terre, She'ene Elokechaba, Mereshit Hashana, Vadachit Shana. C'est une terre où les yeux, le regard d'Akadosh Baruch Hu et se posent du début de l'année à la fin de l'année. Eretz Asher, Ene Hashem Elokecha ba. Mereshit Hashana, Vadachit Shana. Pas Elokecha, mais Hashem Elokecha, donc quelque chose d'encore plus grand. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu, alors vous pouvez me dire, 2 minutes, Akadosh Baruch Hu, bon, il est partout. Non, c'est vrai qu'il est partout, et c'est vrai qu'il y a une ashgacha pratique en plus, d'après le Baal Shem Tov. On sait que la providence divine, c'est vraiment sur tous les détails, mais pas uniquement de ce qui concerne l'homme, mais ce qui concerne aussi les animaux, les végétaux, et les minéraux, etc. C'est vrai. Mais tout le truc, c'est dans quelle mesure on peut ressentir cette proximité d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Ça c'est quelque chose que l'on peut ressentir réellement uniquement dans Eretz Israël. C'est ce que veut nous dire le verset dans Parashat Ekev, lorsqu'il nous dit que Eretz Israël c'est une terre, She'ene Hashem Elokecha ba, Mereshit Hashana Vadachit Shana, une terre sur laquelle les yeux de l'Éternel, ton Dieu, sont présents du début à la fin de l'année, et de la fin, on passe à un haut niveau,
à nouveau au début de l'année, et comme ça, éternellement, les yeux de Akadosh Baruch Hu sont sur la terre d'Israël. Et donc, par rapport au fait d'être étranger, eh ben réellement, on avait beau bien se sentir en Égypte, être en Eretz Goshen, être dans le meilleur de la terre, Vayer Zuba, être des propriétaires fonciers, avoir hérité de cette terre parce que c'est une terre qui avait été donnée à Sarah et Meno, malgré tout, Veishev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen. Le verset, puis Rashi derrière qui met bien l'accent, peut dire non, mais ne croyez pas, mais malgré tout, ils sont étrangers. D'abord, c'était une xéra de Brit Ben Ametarim, depuis la naissance d'Yitzhak Avinu jusqu'à la sortie d'Égypte, pendant les 400 ans, et donc a fortiori les 210 ans où ils sont en Égypte. Ils sont réellement étrangers, et donc, nous ne nous trompons pas. Ils sont en Eretz Mitzrayim avec tout ce qu'il peut y avoir de bien, et tous les biens fonciers qu'ils ont, et toutes les propriétés qu'ils peuvent avoir, et puis le fait qu'ils ont du renom, et qu'ils aient du renom, etc. Malgré tout, ils sont Beretz Mitzrayim, et donc dans une terre qui au niveau au moins spirituel n'a rien à voir avec leur terre, n'a rien à voir avec Eretz Knaan, qui est complètement en fusion avec l'âme des Bnei Israël, et donc quelque part, ils sont en galoute, ils sont étrangers. Mais ici, et on pourrait se dire, bon, d'accord, ok, on a compris, mais il manque quand même un élément. Parce que la raison pour laquelle on devait, d'après Pnimut Torah, d'après la profondeur de la Torah, la raison pour laquelle on avait besoin de descendre en Égypte, ben, on sait que c'était pour complètement casser le mauvais côté de notre personnalité, et pour pouvoir finalement être réceptacle, alors dans un premier temps, de la Torah, et dans un deuxième temps, eh ben, pour pouvoir après rentrer en Eretz Israël, et puis vraiment hériter d'Eretz Israël, mais en étant complètement zachim, en étant complètement pur et raffiné après tout cet asservissement en Égypte. Donc on pourrait se dire, bon d'accord, ok, ils sont sur une terre qui n'est pas leur terre, ils sont en galoute, mais s'ils se sentent si bien, s'ils sont Beretz Goshen, Bemeta Vaaretz sur la meilleure des terres, s'ils sont Vayar Zuba, comme on dit Rashi, ils sont devenus des propriétaires fonciers de la terre. Et puis tout va bien finalement, en dehors du fait que c'est vrai, c'est pas Eretz Israël, et donc, bon, ben, au niveau spirituel, c'est pas exactement ça, mais malgré tout, et de là à être asservi, être cassé pour pouvoir finalement préparer le réceptacle de tous ces dévoilements de la Torah et puis du don d'Eretz Israël qu'il devait avoir, alors il manque quelque chose. Je veux dire, il manque quand même un certain asservissement a priori. Et pour pouvoir expliquer ça, on est obligé de rapporter un passage du Zohar qui est apporté au début de Parashat Shemot dans le livre de Torah Or d'Admor Zaken, qui nous dit, en réalité, il y a une autre façon d'être asservi que la façon d'être asservi directement par nos oppresseurs, et cette façon-là, c'est par la Torah. Lorsque la Torah nous dit au début de la parashat de Shemot, Vaimareru et Trayehem, ils leur ont fait, les Égyptiens, aux Juifs, aux Bnei Israël, ils leur ont fait la vie amère. Bavoda kasha par de durs travaux, Bechumer ou Vilvenim, dans l'argile et dans les briques. Donc il y a eu un asservissement qui commence comme ça, de façon très très forte, au début du livre de Shemot. Eh bien, nous dit le Zohar, en réalité, on peut comprendre aussi d'une autre façon. Qu'est-ce que c'est que Avoda Kasha, Dakushia? Ça, c'est les kushiotes, c'est les problèmes qui sont posés dans l'étude lorsque l'on est en train d'étudier. Ben, on a un problème, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça, c'est une kushia. C'est ce que représente la Avoda Kasha, le travail pénible. C'est quoi Bachomer? Finalement, Bachomer, on a dit que c'était dans l'argile. Ben, Bachomer, ici, c'est le Kalvachomer. Le Kalvachomer, c'est le raisonnement a fortiori. Ok. Alors vous savez, dans l'étude, alors il y a énormément de raisonnements a fortiori. Si déjà c'est comme ceci pour cela, alors a fortiori pour ceci et cela, etc. Ouais. Donc Bachomer, c'est le Kalvachomer. Ou Vilvenim, qu'est-ce que c'est? Les venim, les briques. C'est l'Ibun Ilcheta. L'Ibun Ilcheta, nous dit les Zohar, qu'est-ce que c'est que l'Ibun Ilcheta? C'est tout le cheminement qui va finalement aboutir au verdict de la halakha. Et donc, nous dit le Zohar, cet asservissement qui, c'est vrai, était là pour préparer l'âme des Bnei Israël à casser ces mauvais caractères et être prêt à des dévoilements qui sont extraordinaires, celui de la Torah, puis ceux d'Eretz Israël lorsqu'ils y arriveront, ben finalement, on n'a pas besoin d'être asservi et d'être complètement cassé pour le faire. On peut le faire d'une autre façon, par la Torah. Un peu comme ce que nous disent les sages, en passant dans la Mishnah de Pirkei Avot, lorsque nous disent, ben celui qui prend sur lui le joug de la Torah, mais il s'agit vraiment du joug,
Il ne s'agit pas d'étudier la Torah en mangeant des bambas, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment du joug, le fait de casser quelque chose malgré tout chez nous. Ben, celui qui prend sur lui le joug de la Torah, ben, finalement, Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que ce soit le gouvernement, que ce soit le travail dur, ben, tout ça on lui enlève, tout se joue de sur la tête, et puis les choses pour lui se passeront de façon tout sera facile finalement, dans la mesure où il a pris sur lui des difficultés, le joug de la Torah. Ce qu'il faut, c'est recevoir un joug sur soi pour pouvoir se travailler, on n'a plus besoin de l'autre joug. Le joug avec un G évidemment, pas avec un E à la fin. Et par conséquent, par rapport à notre question, ouais, c'est vrai, c'est beau, mais alors comment on peut se préparer au don de la Torah et se préparer à l'avenir de Israël? C'est très simple, uniquement en prenant sur soi ce joug de la Torah. Ce joug de la Torah, il est à la place de Avoda Kasha, ça c'est la Kushia, Bechomer c'est le Kalvachomer, Levenim c'est l'Ibun il-Cheta. Par tous ces principes finalement de l'étude, où on pose des questions, et puis on fait des raisonnements a fortiori, et puis on va essayer de se raffiner au niveau de la pensée, l'Ibun il-Cheta, tout un cheminement que l'on va faire dans l'étude qui va nous amener finalement à la halakha en fin de compte. Toutes ces choses-là, et ce sont des choses qui sont là pour nous préparer à tous les dévoilements d'après la galoute et qui peuvent remplacer la galoute. Mais seulement, tout ça c'était bon pendant les premières années de la venue des Bnei Israël. On sait que lorsque les Bnei Israël sont descendus en Égypte, Yaakov Avinu a envoyé en avant Yehuda pour ouvrir un Beth Midrash à Goshen. Yosef était déjà occupé avec le fait qu'il devait diriger Eretz Israël, et donc c'est Yehuda à qui on a demandé de préparer ce Beth Midrash. Finalement, Yaakov savait qu'il fallait cet asservissement, puis lui, il voulait que cet asservissement il se fasse par le biais de la Torah. Alors tout était bien, mais seulement, et là on va maintenant essayer de comprendre un peu ce qui se passe avec Vayar Zubat tel que le Midrash nous l'explique. Seulement ça n'a pas duré très longtemps. Et puis quelque part, les Bnei Israël petit à petit, ils ont moins étudié la Torah au fur et à mesure des générations, comme on va le voir. Et puis finalement, ce raffinement qui devait se faire par le biais de la Torah, il a été fait réellement par le biais de l'asservissement. Et plus on avançait, plus l'asservissement était dur parce qu'il se détachait finalement les Bnei Israël de la Torah. Et là c'est intéressant, on va rentrer maintenant on va peut-être ouvrir une petite parenthèse sur les descentes la galoute qui ne fait que finalement devenir de plus en plus dur, et puis les Bnei Israël qui sont en train de s'embourber petit à petit, et à la lueur des Midrashim, c'est quelque chose de vraiment très beau. Parce que si on regarde, on peut voir qu'il y a 4-5 étapes dans cette galoute. Parce qu'il y a une première descente. Il y a une première descente en Égypte. Et on a dit, cette première descente, et on la trouve du fait qu'ils sont déjà en Égypte, même s'ils étudient la Torah, et même s'ils sont en Eretz Goshen, et c'est une super terre, etc., et tout va bien, et malgré tout, on a dit, Veshav Israël, Be'eretz Mitzrayim, ils sont Be'eretz Mitzrayim, ils sont descendus, ils étudient la Torah, mais malgré tout, ils sont Be'eretz Mitzrayim, ça c'est la première descente. La deuxième descente, on la trouve lors de la mort de Yaakov Avinu. Parce que lors de la mort de Yaakov Avinu, on peut voir dans Rashi, au début de la parasha de Vayechi, Rashi nous dit pourquoi est-ce que cette paracha est stouma, pourquoi est-ce que cette paracha est fermée. On voit que le texte est complètement juxtaposé, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de place dans le Sefer Torah, et qui est faite entre parasha de Vayigash et parasha de Vayechi. Donc ici c'est une continuation, donc une paracha qui est stouma, il y a un manque, il y a quelque chose qui est fermé, qui est bloqué. On veut comprendre ici ce que ça représente. Oui, parce qu'en réalité, les Bnei Israël aussi, leur cœur, leurs yeux, tout commençait à être bloqué dans la mesure où a commencé l'asservissement. Alors, quelque part, on a un premier asservissement du simple fait d'être en Égypte. Quelque chose de négatif quand ils sont descendus avec Yaakov Avinu. Mais un asservissement qui commence en réalité à la mort de Yaakov Avinu. Mais on a une troisième descente. Cette troisième descente, c'est à la mort de Yosef HaTzadik. À la mort de Yosef HaTzadik. Alors la mort de Yosef HaTzadik, c'est à la fin de Parashat Vayechi. Et puis juste le pasuk, le verset d'après cette mort de Yosef HaTzadik, on voit au début de Parashat Shemot, Vele Shemot Bnei Israël Abaim Mitzrayma, voici les noms des Bnei Israël qui viennent en Égypte. Et le Midrash nous dit, mais les Midrash sont déjà venus.
dans Parashat Vayigash. Qu'est-ce que c'est encore? C'est le nom des Bnei Israël qui viennent en Égypte. Et nous dit le Midrash, non, en réalité, il y a eu plusieurs venues, plusieurs descentes en Égypte. Il y a la première descente réellement qui était lorsque les Bnei Israël sont descendus avec Yaakov Avinu. Mais il y a une deuxième descente de par la mort de Yosef Hatzadik. Par la mort de Yosef Hatzadik, nous dit le Midrash, et bien finalement, il y a eu un joug qui a été mis sur la tête des Bnei Israël. Alors on ne comprend pas. Parce qu'on a déjà dit ça à partir de la mort de Yaakov Avinu, où il y a déjà eu un certain joug. Et là, on comprend qu'en réalité, il y a des étapes. Vous savez, il y a une Gemara dans Masret Sota, Daf Yud Aleph, qui nous dit que les Bnei Israël, au début, ben on leur parlait, BP rare, on leur parlait comme ça avec une langue mielleuse, en disant, regardez, vous voulez peut-être travailler, etc. Non, mais c'est très bien payé. Et puis, et puis comme ça, ils ont commencé à laisser tomber petit à petit l'étude de la Torah, et puis à accepter finalement de travailler. Alors les conditions étaient peut-être de travail, peut-être pas très faciles, mais c'était très bien rémunéré, et donc tout était bien. C'est la descente en réalité, d'après les commentateurs de Rashi, et au début de Parashat Vayechi, qui nous dit que l'asservissement a commencé réellement à la mort de Yaakov Avinu. Alors les commentateurs disent, ah ouais, mais on voit que c'est à la mort de Yosef, on voit que c'est même un peu plus tard, à la mort de Lévi, qui est le dernier des frères. Alors quand est-ce que ça a commencé? Et puis ils nous disent, à partir de cette Gemara, dans Maseret Sota, qui nous dit qu'au début, on leur a parlé de façon mielleuse, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler. Il nous dit, non, en réalité, il y a eu des étapes. Alors il y a une première étape où ils ont commencé à travailler, donc à moins étudier. Alors bon, il y a le travail, c'est la santé peut-être, c'est vrai, mais devant l'étude qu'il y avait à Goshen, c'était peut-être un petit problème. Puis travailler pour les Égyptiens, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais il y a autre chose, c'est que les Israël, ils savaient qu'il y avait la Gzat et Ben Abetarim. Ils savaient qu'Akadosh Baruch Hu avait dit que Vavadum Ve'aino Otam, qu'ils allaient être asservis, opprimés. Alors pour le moment, ça ne s'était pas concrétisé, mais ils ont commencé à voir déjà, à la mort de Yaakov Avinu, avec les Juifs qui acceptaient de sortir du Beth Midrash pour aller travailler pour les Égyptiens, que ici c'est peut-être le début de la fin. Et par conséquent, la galoute, on peut dire quelque part qu'elle a commencé de plus belle à ce deuxième départ à l'époque de la mort de Yaakov Avinu. Mais à la mort de Yosef, alors on nous dit, il y a une deuxième descente, et donc cette deuxième descente, c'est une descente, nous dit le Midrash, qui est une descente aussi spirituelle. Et là-dessus, il y a un développement extraordinaire du Admor Hazaken dans le livre Torah Or, où il nous explique qu'en réalité, il y a réellement deux descentes en Égypte contre ces deux descentes en Égypte. Donc une première descente, qui est lorsque les Bnei Israël sont descendus en Égypte avec Yaakov Avinu. Une deuxième descente, au début de Parashat Shemot, après la mort de Yosef Hatzadik. C'est une deuxième descente au niveau Chani, au niveau spirituel. Et il nous dit le Admor Hazaken, contre ces deux descentes, il y a deux montées. La première montée, c'est lorsque nous sommes sortis d'Égypte, donc après 210 ans en Égypte. Mais la deuxième montée, c'est la montée à la Géoula, à Mitit Ve'ashlema, et de Mashiach Tzidkenu, à la Géoula qu'il y aura finalement à la fin des temps, et très bientôt, Bezrat Hashem, à l'aider Mashiach Tzidkenu. Et nous dit le Admor Hazaken, dans la mesure où l'on sait que la Géoula Shlema qui est à la fin des temps, elle est extrêmement plus élevée que la Géoula qu'il y a à l'époque de la sortie d'Égypte, on comprend que la descente qu'il y a eu à l'époque de Yosef Hatzadik, parce que finalement la première descente est en rapport avec la première montée. Et quand on sort finalement d'Égypte, on sort de l'asservissement de la première descente en Égypte. Mais lorsque l'on sortira de la galoute finalement à la fin des temps, on sortira complètement de l'asservissement du deuxième niveau. Et nous dit le Admor Hazaken, donc dans Parashat et Shemot, dans le livre Torah Or, que de la même façon que cette deuxième sortie finalement de la galoute pour la Géoula Amitit Ve'ashlema, puis qui n'a absolument rien à voir avec la sortie d'Égypte, quelque chose qui est extrêmement plus haut, et si elle est extrêmement plus haute, ça veut dire que la deuxième descente, celle qu'il y a eu à l'époque de Yosef Hatzadik, elle est extrêmement plus grave et plus profonde que la première. Donc on voit que la galoute, vraiment, à la mort de Yosef Hatzadik, elle n'a fait que s'empirer. Mais il y a un quatrième niveau. Le quatrième niveau, donc le premier, on est descendu avec Yaakov Avinu, le deuxième c'est la mort de Yaakov Avinu, le troisième c'est la mort de Yosef Hatzadik. Et le quatrième, on voit dans Parashat Vayera, lorsque la Torah dans le Perek Vav, le 6e chapitre, nous parle de
la mort de Lévi, puis avec comme ça des détails sur les dates, etc. Rachid nous dit, mais pourquoi est-ce qu'on avait besoin de donner des dates? Et il nous rapporte comme ça au nom de nos sages, qu'en réalité c'est parce que Lévi était le dernier des frères à mourir. Donc c'était le troisième des fils de Yaakov Avinu, mais c'est le dernier qui est décédé finalement. Et pourquoi c'est important de savoir lorsque le dernier est décédé? Parce que nous disent nos sages, lorsque le dernier des frères est décédé, et bien là réellement a commencé la galoute. Bon, elle a commencé déjà 3 fois. Ils sont descendus en Égypte, Yaakov Avinu est mort, et puis après il y a eu aussi la mort de Yosef. C'est vrai, mais en réalité ça a commencé de façon vraiment, vraiment pénible, avec vraiment un asservissement à la mort de Lévi. Parce qu'à la mort de Lévi, nous explique le Rabbi dans la Sikha, qui est la Sikha de base, sur laquelle je me suis basé ici pour ce développement. Mais il nous explique qu'en réalité, à la mort de Lévi, quelque part, les Bate Midrash de Goshen, ils ont été fermés. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ça y est, l'étude qui était celle finalement qui aurait pu nous sauver de cet asservissement, parce qu'on a parlé de l'asservissement par l'étude, et bien là maintenant, ça y est. Les Gemorot étaient fermés, les livres de Chassidut étaient fermés, il n'y avait absolument plus rien. À la mort de Lévi, on a complètement oublié finalement cet attachement à Kadosh Baruch Hu et cet asservissement, on peut dire ce joug que l'on avait qui aurait remplacé l'asservissement en Égypte. Et d'ailleurs, pourquoi on parle de ça? Parce que juste après que l'on nous dise que Yosef et ses frères sont morts et toute cette génération est morte, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, et tout d'un coup il y a un nouveau roi qui est monté en Égypte, et ce nouveau roi finalement c'est celui qui va servir complètement les Bnei Israël, comme on voit avec Moshe Rabbeinu, et puis tout ce que l'on connaît avec les diplés, etc. Donc est-ce que c'était un nouveau roi ou un roi qui faisait semblant d'avoir oublié? Alors on sait que c'est une marloquette. Ouais, mais toujours est-il, on sait que là maintenant il y a un asservissement qui est beaucoup plus fort juste avant toute l'histoire des diplés. Et bien cet asservissement il est rapporté dans les psukim juste après la mort de tous les frères de Yosef, et donc la mort de Lévi qui est le dernier des frères qui est décédé. Et il y a même une 5e étape. Cette 5e étape, le Likut Shimoni nous dit, pourquoi est-ce que Myriam, donc la mort de, avant Myriam, la mort de Lévi, et nous dit le Siftei Chachamim, ça rapporté aussi dans le Sefer Seder Hadorot, c'était 116 ans avant la sortie d'Égypte. Donc sur les 210 ans, il y a eu une centaine d'années, 94 ans exactement, où finalement ils étaient asservis d'après tous les niveaux qu'on a pu voir, mais ce n'était pas encore quelque chose d'extrêmement critique. Mais les 116 dernières années après la mort de Lévi, à partir du moment où ils sont sortis du Beth Midrash, alors là c'était vraiment la catastrophe. Mais même sur ces 116 ans, on peut encore trouver une autre barrière, encore une autre étape. Et 86-87 ans avant la sortie d'Égypte, à la naissance de Myriam, nous disent les Chachamim dans le Ilkut Shimoni, pourquoi est-ce que Myriam est appelée Myriam? La Myriam c'est le Milchon Mar, c'est l'amertume, parce qu'à partir de la naissance de Myriam, alors réellement les Bnei Israël ont été extrêmement asservis. Et donc finalement, alors pourquoi on a parlé de tout ça? Parce que là on s'est complètement écarté de ce que l'on avait à la fin de Parashat Vayigash. À la fin de Parashat Vayigash, on n'est pas du tout arrivé à tout ça. À la fin de Parashat Vayigash, Yaakov Avinu n'est pas encore mort. Par conséquent, on ne parle que de la première descente. La première descente qui est inhérente au fait que finalement ils ne sont plus en Eretz Kenan, ils sont en Eretz Mitzrayim. Mais c'est tout. Il ne se passe rien de plus que ça. Yaakov Avinu n'est pas mort, et a fortiori pas Yosef, a fortiori pas Lévi et tous les frères, a fortiori Myriam n'est pas encore née. Par conséquent, et le verset avec lequel on conclut la paracha de Vayigash, c'est bien celui qu'on a lu au début. Vayeshev Israël beret Mitzrayim beretz Goshen, vayarzuba vayefru verbu meod. Les Bnei Israël étaient en Eretz Mitzrayim, en Eretz Goshen, et puis ils sont devenus les propriétaires de cette terre, etc., comme on a expliqué. Mais il était important de passer par toutes ces étapes pour comprendre qu'en réalité, en potentiel, dans cette première descente, qu'il y a du simple fait que l'on quitte Eretz Knan, que l'on quitte Eretz Israël, pour aller en Eretz Mitzrayim, et puis on a dit que le verset, il veut nous mettre en avant cette descente. Be'eretz Mitzrayim, Be'eshev Israël, Be'eretz Mitzrayim, Be'eretz Goshen. Pourquoi il est marqué Be'eretz Mitzrayim alors qu'on savait qu'Eretz Goshen c'est Be'eretz Mitzrayim? Pour nous dire qu'en réalité, ici, vraiment, dans ce Eretz Mitzrayim, on peut voir la continuité de cet état d'étranger que l'on a depuis la naissance de Yitzhak Avinu. Et bien dans cette descente où l'on est étranger, mais là c'est bien pire que d'être agrare,
qui est vraiment, on peut dire, la limite encore d'Eretz Israël, mais là vraiment on est en Égypte, donc une terre étrangère qui est bien plus étrangère même que l'était la terre de Grar. Et bien ici en potentiel, le simple fait qu'on soit descendu en Égypte, et bien en réalité c'est le potentiel de la galoute, et en filigrane, derrière cette galoute, qui est une belle galoute finalement, hein, on est propriétaire, et on se multiplie, on est dans Métavaret, la meilleure des terres, etc. Mais en réalité, il y a ici le premier pas qui nous a fait complètement dégringoler vers les autres pas, dans la mesure où, évidemment, alors c'était voulu, on va le voir tout de suite, mais où finalement il y a eu la première descente, ou la deuxième, on peut dire, à la mort de Jacob Avinu, suivi de la troisième à la mort de Yosef, suivi de la quatrième à la mort de Lévi, suivi de la cinquième à la naissance de Myriam, et tout ça finalement était ici en potentiel. Et lorsque le Midrash nous a expliqué Vayarzou, ils ont été pris par la terre. Alors on s'était dit, mais c'est complètement en contradiction avec ce que nous disait Rashi, qui nous dit Vayarzou, ça veut dire qu'ici, il y a eu finalement une propriété. Alors comment ces deux explications peuvent être tellement opposées? Alors avant de comprendre comment deux explications sur le même mot peuvent être tellement opposées, alors qu'en réalité... Et bon, on va essayer de montrer qu'elles ne le sont pas profondément. Mais d'abord, pour comprendre comment le Midrash a pu expliquer, alors qu'on est uniquement à la fin de Parashat Vayigash, que Vayarzouba, ça veut dire qu'ils ont été pris par la terre. Ben, le Midrash qui voit en filigrane, le Midrash, ouais, c'est pas le Pshat, donc il voit un peu plus loin. Ben, le Midrash, il comprend que même si pour le moment tout va bien, mais c'est le début de la fin. C'est le début de la fin parce que ouais, on ne peut rien pour attendre. Et finalement, la galoute, maintenant, va commencer. On est descendu, on a mis un pied en dehors d'Eretz Israël. Ben, ça y est, les choses vont commencer à dégringoler. Et c'est ce que l'on va voir par la suite, à la mort de Yaakov Avinu, à la mort de Yosef, à la mort de Lévi, à la naissance de Myriam. Et tout ça, le Midrash le voit déjà dans notre paracha. Et quand il dit Vayarzouba, il commence. Alors, contrairement à Rashi qui est très, très optimiste finalement, que Vayarzouba est son propriétaire foncier, le Midrash, non, il voit ce qu'il y a après. Il voit le demi-verre qui est vide. Il faut savoir aussi le voir pour pouvoir prendre ses dispositions. Et par conséquent, quand il nous dit Vayarzouba, et bien finalement, ils ont été pris par la terre. Ben oui, ils commencent maintenant à être pris par la terre. Petit à petit, la terre va avoir une emprise sur eux. Et puis, ça va être le début de la dégringolade. Mais pourquoi malgré tout, on continue à dire que les deux Pirushim, ces deux explications ne sont pas en contradiction? Parce qu'en réalité, et puis ça c'est le fin du fin, et c'est aussi la fin du cours, mais uniquement parce qu'en réalité, là aussi en filigrane dans le Midrash, il y a en réalité une propriétaire foncière, même d'après le Midrash. Parce que la raison pour laquelle on est pris par la terre, alors ça on en a déjà parlé dans un autre cours, c'est parce que dans cette terre, on sait qu'il y a des étincelles de Kedusha, des étincelles de sainteté qu'il fallait ramener en Eretz Israël quand on parle de Rechush Gadol, des grands biens avec lesquels on est sorti d'Égypte. Finalement, ce sont ces biens spirituels qui étaient là-bas depuis déjà avant la création du monde. Et il fallait que les bénis Israël descendent en Égypte pour aller rechercher ces Netzutzot. Et finalement, quand ils sont pris par la terre, ils sont pris par la terre, mais même ça, c'est quelque chose qui est bon. Ils sont pris par la terre dans cette galoute que l'on ne souhaite à personne. Et Bezrat Hashem, on espère tous sortir de la galoute et de façon très 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 rapide. Mais malgré tout, dans cette galoute où Vayarzouba, on est pris par la terre, en réalité on est pris par la terre parce qu'Akadosh Baruch Hu, vous nous enfoncez dans cette terre pour qu'on aille chercher les Netzutzot et qu'on en ressorte. Et par conséquent, il ne nous reste plus Bezrat Hashem, et donc on comprend le rapport entre les deux. Ça c'est une nachouza, c'est-à-dire c'est vraiment une propriété, la propriété foncière, c'est la propriété finalement de cette terre avec ses Netzutzot. Et donc même pour le Midrash qui dit qu'on est pris par la terre, on est pris par la terre pour pouvoir finalement y prendre les Netzutzot, et donc les deux choses se complètent, et il n'y a pas de contradiction. Et donc, ce point positif, pour parler un petit peu du paradoxe que l'on vit. Ce paradoxe où, d'un côté, on doit reconnaître et comprendre que la finalité, finalement, de la galoute, c'est de faire tout un travail que cette galoute, qui nécessitait qu'il y ait cette galoute d'un côté. Mais à côté de ça, évidemment, il faut savoir, pour pouvoir être optimiste, évidemment, quelque chose de bon dans la galoute, mais il ne faut pas oublier que ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous, c'est que l'on attende et que l'on demande et que l'on exige d'Akadosh Baruch Hu la Géoula. As Bezrat Hashem, ce qu'il y a de bon dans la galoute, c'est derrière nous, Bezrat Hashem on l'a fait. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui vous reste à faire, faites-le vite, parce que voilà, la Géoula est là et ce sera trop tard après. Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles.